Attends, faut qu'on se présente. Moi, je suis le docteur Sikorov. T'es abonné au Substack payant incroyable. Oui, c'est vrai. On touche une population qui n'avait pas été anticipée. Et du coup, je te laisse te présenter. Bah moi, du coup, je suis Louis Compachadla, j'ai 19 ans et je suis lycéen dans l'Allier en filière ST2S, du coup, sciences et techniques, sanitaires et sociales. Et voilà pour la présentation. Et l'objectif de l'enregistrement, là, aujourd'hui, pour toi, Donc en c'était... fait, oui, donc on réalise en terminale, donc on a le grand oral. Et du coup, pendant toute l'année de première, on va apprendre la démarche d'études sanitaire et sociale. Et en terminale, on va la mettre en application. On va choisir un objet d'étude au début de l'année et on va faire des recherches, contacter des acteurs, des professionnels pour avoir un bagage de connaissances et pour pouvoir du coup présenter l'enquête. Et du coup, bah, c'est un entretien dans le cadre du grand oral que je voudrais faire avec vous. Ok. Bon, bah, tu vas être au taquet pour le bac. Normalement, ça va très bien se Bah, passer. j'espère, oui. Ok. Eh ben, vas-y. Envoie. Donc, bon, je commence par les questions pour poser les bases. Donc, c'est sur la prise en charge médico-sociale de la schizophrénie en France, mais vous pouvez élargir dans le monde évidemment parce que il y a plein de choses, je pense, dans le monde qui sont différentes. La première question, ça serait comment est-ce que vous décririez la schizophrénie? Euh, Moi, je décris les schizophrénies. Parce qu'en fait, c'est un espèce de... tu vois, c'est comme si... j'y ai pensé tout à l'heure, tu me diras si c'est pertinent. C'est comme si tu avais une plaine et au milieu, tu as une grosse forêt, on est d'accord? Et pour décrire la forêt, en fait, pas le bol, dans la forêt, il y a des arbres, il y a des arbustes, il y a machin, il y a plein de trucs différents. Et en plus, c'est pas... T'as la plaine et bam, t'as la forêt qui commence d'un coup. C'est t'as la plaine, puis t'as un peu de végétation, puis tu vois la transition, elle se fait petit à petit. Et donc, en fait, la schizophrénie, il y a plusieurs façons de voir le truc. On peut en parler pendant des heures, mais en gros, l'idée, c'est que c'est des gens qui ont une variation un peu extrême de ce qu'on peut avoir naturellement et qui reçoivent des informations en dehors de tout stimulus réel. Donc, normalement, quand ma femme m'appelle, elle fait du son, j'entends le son. Et donc, il y a des patients qui, alors que personne les appelle, entendent leur nom. Ça peut être des voix. Le classique, c'est des voix, mais en fait, c'est globalement une espèce de doute face à la réalité de ce qui leur arrive. Donc, ils peuvent aussi entendre des bruits, voir des espèces d'ombres, etc. Donc, c'est toujours pareil. Le cas typique, c'est des voix, des hallucinations auditives, mais c'est assez différent, en fait, en fonction des patients. En fonction des cultures, il y a des pays où c'est plutôt des hallucinations visuelles. En France, c'est plutôt des hallucinations auditives. Donc ça, c'est le côté signe positif, tu vois, c'est quelque chose que la maladie t'apporte en plus, qui devrait pas être là. Tu as le côté délire. Et donc, autant les hallucinations, tu peux retrouver ça en médecine, dans plein d'autres trucs. Lors de l'arrêt de l'alcool, tu peux avoir des hallucinations. L'épilepsie, ça peut faire des hallucinations. Il y a plein de trucs qui peuvent faire ça. Autant le délire, et en gros, ça, c'est l'idée d'avoir des convictions inébranlables. Tu vois, je dis qu'il se passe ça, on me prouve qu'il se passe pas ça, et en fait, ça n'empêche pas ma conviction de continuer. Et ça, c'est plus typique de la psychose, entre guillemets, parce qu'à mon avis, le terme psychose est plus sérieux que le terme schizophrénie, mais c'est D'accord. assimilé à Freud, donc maintenant les gens n'aiment plus trop, mais schizophrénie, ouais. Euh, Bref. Et donc voilà, le côté délirant, c'est vraiment d'avoir des croyances fixées contre lesquelles on peut pas discuter. Et donc ça peut te faire faire des trucs plus ou moins dangereux si tu es convaincu de pouvoir faire ci ou ça. Donc le thème du délire est le plus souvent sur la persécution. Donc c'est des gens qui sont convaincus qu'on va leur faire du mal pour telle ou telle chose. Alors c'est pareil, parfois c'est pas clair, tu vois, parce que quand un patient dit je suis convaincu d'avoir sauvé le monde parce que j'ai trouvé la guérison, le vaccin contre je sais pas quelle maladie. Et donc la CIA veut me tuer. Tu sais pas si c'est quelqu'un qui a un délire mégalomaniaque, tu vois, qui se sent important, ou quelqu'un qui a un délire persécutif. Donc des fois c'est pareil, tu vois, c'est des classifications, mais les gens ont la fâcheuse habitude de se mettre entre les deux. Et donc ça, c'est les signes positifs. Ok. Et- Dernier élément positif, il y a tout ce qui est
dans les interactions avec les autres, tu les vois qui peuvent être un peu agités, qui peuvent avoir du mal à soutenir le regard, qui peuvent regarder à des endroits où il y a pas et cetera et donc on peut dire qu'il y a une désorganisation, idéo-affective où tu les entends rire alors qu'il faudrait pas. Enfin, tu vois, ils ont des problématiques à ce niveau-là et après tu as toutes les problématiques de signes négatifs qui sont moins bruyantes, dont on entend beaucoup moins parler. Aux infos, tu jamais, un patient atteint de schizophrénie est resté chez lui pendant 10 ans parce Mmh. qu'il n'avait pas tu vois, tu entends les trucs bruyants, machin. Les signes négatifs concernent beaucoup de patients et là, c'est plutôt un ensemble de symptômes. Donc les gens, ils parlent spontanément beaucoup moins, ils ont pas de plaisir à faire des choses, ils ont pas d'envie de faire les choses sans que ce soit forcément douloureux, tu vois? Quand tu es dépressif et que tu adores faire du basket et que là, tu as plus envie d'y aller, bah, tu te sens pas bien. Là, c'est des gens qui peuvent effectivement ne rien faire de la journée et passer quand même des journées, agréables. Il y a un intérêt pour les liens sociaux nettement moins prononcé que, la moyenne. Donc c'est là où tu vois que entre l'autisme et la schizophrénie avec des signes, à prédominance négative, en théorie, c'est clair, tu vois? Tu vas pouvoir tout trouver des tableaux Mmh. qui te disent tout. En pratique, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça à faire. Donc voilà, c'est les signes négatifs, les signes positifs et de la désorganisation motrice et cetera et ça, c'est ce qu'on appelle la c'est ce que dans le grand bouquin, ils mettent schizophrénie dans le DSM-5 Le DSM. et en fait, il y a des gens qui ont une schizophrénie qui débute, d'un coup de nulle part. Il y a des gens qui ont des schizophrénies qui rentrent dans la maladie petit à petit. Il y a des schizophrénies chez les hommes et les femmes qui sont pas les mêmes. Tu vois? Tu peux déclencher une schizophrénie après, 45 ans, après avoir fait une ménopause précoce. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui fait une schizophrénie petit à petit, en rentrant avec des premiers symptômes de retrait vers l'âge de 10 ans. Donc probablement que le terme regroupe des maladies qui n'ont rien à voir. Donc je pense qu'il faut dire schizophrénie avec un S. Donc c'est plutôt un spectre, en fait? Ouais, ouais, Ouais. tout est un spectre, mais là, même, tu vois, le spectre, c'est vraiment, la différence entre, la partie normale et la partie clairement pathologique et donc clairement, c'est pas abrupt comme ça, mais en plus, il y a différentes lignes, tu vois? C'est un spectre, mais en fait, c'est plusieurs spectres parce que, quelqu'un qui a, on a des patients qui ont que des hallucinations. Et ils prennent un neuroleptique, ils ont plus d'hallucinations, ils sont nickel. Tu vois? Tu es même pas au courant qu'ils ont Mmh. une schizophrénie. Tu as des patients qui ont quasiment pas d'hallucinations et qui ont que des symptômes négatifs purs, qui ont des hallucinations s'ils sont très stressés, mais c'est tout et bah, c'est pas la même maladie du tout, quoi. C'est pas le même pronostic, c'est pas la même prise en charge, hein. Ça a rien à voir. Donc ouais, c'est non seulement un spectre, mais en plus, c'est un groupe hétérogène avec plein de choses différentes dedans. C'est comme les troubles bipolaires, c'est un peu toujours comme la dépression, tu vois? Tu as 50 000 dépressions différentes. Voilà. Très bien. Alors du coup, vous avez un peu, en partie répondu. Ah La oui. deuxième question, c'était, que il y a pas de problème, c'était comment donc, la schizophrénie, donc les schizophrénies si vous voulez, Ouais. vont se manifester et comment, ça va être pris en charge du coup, initialement? Ah oui, merde, j'ai répondu un peu. Hem, en gros, il faut avoir en tête que nous, l'objectif, c'est que on puisse aller chez le garagiste alors que les voyants sont encore orange, tu vois? Tu veux pas y aller quand c'est rouge et tu veux pas y aller quand tu as le truc qui fume et que la voiture avance plus et donc en fait, les premiers symptômes, souvent, ils sont sur la sphère négative et alors en fait, les premiers symptômes, c'est des problèmes cognitifs. Donc c'est des gens qui ont des problématiques sur le plan des acquisitions et qui éventuellement régressent et donc typiquement, c'est un élève qui était, plus ou moins bon, mais qui commence à avoir les notes qui chutent, qui commence à se désintéresser des cours et en fait, l'entrée dans la maladie, le plus souvent, elle est comme ça, elle est sur d'abord des signes négatifs, donc on passe un petit peu à côté du truc. Ça peut passer pour une dépression, il y a aucun problème, et puis éventuellement, tu peux avoir après la partie, complètement bruyante, le coup de l'épisode psychotique aigu là, donc la bouffée délirante aiguë qui n'existe plus. Enfin la dénomination a été changée, mais c'est toujours le même truc, hein. Et donc en fait, c'est voilà, l'idéal c'est d'arriver alors que c'est un petit peu plus lent. Il y a aussi des gens qui rentrent d'un coup, on est d'accord? Mmh. Dans les gens qui sont nickel et qui font d'un coup un épisode psychotique, donc là, c'est les hallucinations et les délires et la désorganisation. Il y en a qui ont un trouble bipolaire au milieu aussi, hein, parce qu'en fait, il y a
au milieu de ta forêt, il y a aussi des bipolaires qui sont partout. Et donc dans les bipolaires, les phases hautes, la moitié, ils peuvent avoir des éléments psychotiques. Lors des phases basses, c'est le quart. Donc en fait, c'est vraiment, faut avoir en tête que la schizophrénie telle qu'elle est conceptualisée dans le DSM, c'est pas une photo de quelqu'un qui a des symptômes à un moment donné, parce que là, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être de l'épilepsie, ça peut être ce que tu veux. Quand tu as un jeune qui commence à avoir des problématiques sur le plan cognitif, qui arrive plus à se faire de potes, qui arrive plus trop à discuter, qui arrive plus trop à se concentrer, et qui commence à avoir des productions, qu'elles soient délirantes ou hallucinatoires, là, tu es sur de la schizophrénie en moyenne. Alors tu peux faire des il y a un ensemble de diagnostics qu'il faut éliminer, on est d'accord. Tu peux avoir des maladies métaboliques et cetera et cetera. Tu peux, je sais pas moi, mal gérer le cuivre, il y a plein de trucs, mais en moyenne, c'est une schizophrénie. Ouais, il y a pas 36 000 solutions. Moi, j'ai fait je sais pas combien, tu vois? Tu peux faire des imageries cérébrales. En moyenne, les études sont faites, si le psychiatre pense que c'est une schizophrénie, l'imagerie cérébrale apporte pas grand-chose. Si le psychiatre pense que c'est autre chose, l'imagerie cérébrale apporte peut-être un peu plus, mais tu vois, en moyenne, tu vois, le dépistage systématique sert pas à grand-chose. Et donc ça, c'est les parents qui font le diagnostic, on est d'accord, c'est les proches, c'est vraiment les proches. Il te va chez le psychiatre et que le psychiatre le voit et qu'il sait pas si c'est là depuis 2 jours, depuis 1 an, comment ça s'est fait, il sait pas si parce que tu as des enfants atteints d'autisme qui arrivent pas à se développer sur tel ou tel domaine et du coup, tu sais pas si ça a été perdu, si ça a jamais été là. Donc en fait, le diagnostic, il se fait avec les proches, les familles te disent le diagnostic. Mais ça, c'est comme ça pour plein de maladies en médecine, tu vois? Pas souvent, mais heu, mais c'est comme ça et après du coup la prise en charge, c'est ça? C'est l'autre partie de la question? Oui, c'est ça. C'est ça? Et ben ça dépend un peu des symptômes parce que s'il y a des signes, positifs, c'est les neuroleptiques, les bloqueurs de dopamine. Ça, c'est simple, honnêtement, c'est simple. Je dis pas que c'est facile après parce qu'il y a des effets secondaires et cetera, mais grosso modo, c'est ça et ça répond plutôt pas trop mal. Ça fait partie des traitements qui marchent le mieux en psychiatrie et qui marchent le mieux en médecine, en fait. Quand il y a un patient atteint de schizophrénie qui prend un bloqueur de dopamine, on diminue, heu, l'impact du délire, 2 l'adhésion au délire, les patients redorment et tout. En moyenne, ça marche bien, il y a pas à discuter. Quand ça a été inventé, les hôpitaux psychiatriques se sont vidés. Sur les premières machins, on a mis ça, oh la vache! Alors qu'avant, c'était l'hécatombe, honnêtement. Avant, tu as des patients ça marche chez les que tous les gens psychotiques, en moyenne, ça marche en psychiatrie. Donc si tu es bipolaire et que tu as des éléments psychotiques comme ça, paf, tu prends des neuroleptiques, ça marche aussi. Si tu es dépressif, ça marche aussi. Hem, en moyenne, tu te rates jamais. Le problème de ces médocs, c'est que, hem, c'est comme la morphine, tu vois? Tu as mal, tu prends de la morphine, tu as moins mal, mais après, si tu es chez toi à rien faire, ça va poser souci et tu vas finir par finalement toujours avoir mal et donc sur une maladie chronique, la morphine sur les douleurs chroniques, c'est vraiment à éviter. Hem, Là, c'est pareil, tu as un patient, il a des signes négatifs, il fait un épisode délirant, il va à l'hosto, tu lui mets un neuroleptique, il sort de l'hosto, tu as réglé le problème en aigu, mais sur la qualité de vie, sur, le pronostic fonctionnel, est-ce qu'ils vont réussir à trouver un boulot, à se marier, Mmh. se marier, j'en sais rien moi, avoir des enfants, être en couple et cetera. Ton neuroleptique n'aide pas vachement sur ça et alors c'est même pire, c'est qu'en gros, le neuroleptique diminue la dopamine et du coup, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Alors, c'est pas tout à fait correct de dire ça, mais c'est pas complètement faux non plus. Et donc, c'est un peu un espèce d'équilibre, tu vois aussi. Tu as trop de dopamine, tu as les patients qui sont pas en pleine forme. Si tu en as trop, ils sont pas en pleine forme. Si tu en as pas assez, bah, ils finissent par avoir des signes négatifs qui peuvent être les mêmes que ceux induits par la maladie. Tu sais, donc, des fois, tu as des Mmh. patients qui sont à l'hôpital psychiatrique où chez eux, il y a plus de symptômes, mais il y a plus de vie non plus. Et en fait, tu sais même pas s'il vaudrait pas mieux enlever les traitements, avoir des gens qui de temps en temps délirent, mais qui au moins ont un peu de plaisir à faire quelque chose, quoi. Et donc ça, c'est sur le côté médicamenteux. Donc ils peuvent aussi avoir un TDAH, ils peuvent aussi avoir un trouble bipolaire, ils peuvent aussi faire des dépressions et en gros, là, c'est les traitements que tu mets habituellement sur ce genre de problématique. Alors la Ritaline, quand tu as une maladie psychotique, c'est gênant parce que ça augmente la dopamine, donc ça peut faire délirer plein gaz, donc peu de personnes s'y risquent. Mais sur le plan médicamenteux, c'est ça, tu vois? Globalement, c'est ça. Il y a les benzodiazépines qu'il faut peut-être éviter à tout prix parce que, c'est pas les patients qui répondent le mieux et après
en fait, du coup, il y a un truc qui n'est pas adressé du tout, il y a les symptômes négatifs et ça, les symptômes négatifs, beh, grosso modo, c'est de la thérapie, tu vois? Je veux dire, c'est de la thérapie au sens large, de la thérapie avec un psychologue, avec, que ce soit individuel ou en groupe et après, beh, tu vois, nous, on a ça qui que moi, je vois de plus en plus dans ma région, en tout cas. Tu as des espèces d'aides qui se mettent en place où ils aident les gens à trouver un boulot, les emplois adaptés et cetera et là, c'est une réponse qui dépasse largement celle du psychiatre. Tu vois? Donc là, moi, je parle aujourd'hui, mais je représente, je sais pas 1 5 de la prise en charge. Tu veux, c'est pas grand-chose. Tu vois? C'est comme l'avion. Si tu enlèves pas la cale de l'avion, il décolle pas. Ça, ben, c'est pas possible. Oui. Donc moi, si je suis pas là pour enlever la cale et que le patient est pleinement délirant, il se passe rien. Tu fais pas de la thérapie avec un patient qui mais une fois que c'est fait, le reste, il m'appartient pas, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le reste et puis ça dépend aussi de tu vois, s'il y a pas d'emploi, bah, tu as plus de difficultés à trouver un boulot, quand tu es atteint de schizophrénie parce que ça se voit un peu, que si, il y a de la demande de partout. S'il y a pas de logement et que tu es dans la rue, ça aggrave ta maladie. Donc là, c'est le côté, psychosocial de la maladie dont tout le monde parle alors que c'est en train de se dégrader allègrement. Tout le monde parle de ça. Donc voilà, donc c'est vraiment important. On a tous un rôle à jouer, mais le rôle du psychiatre est en moyenne minime. Une fois que l'aigu est passé, ben, notre boulot, c'est pas de pas trop faire trop de conneries, tu vois? De pas mettre 36 doses de médoc qui font que les gens sont à plat. Hem, voilà, je sais pas si ça te va? Très bien. Oui, mais ça répond très bien. Justement, par rapport à l'aigu, par rapport, à l'hospitalisation, quelles sont les modalités d'hospitalisation en France? Que ça soit enfin, il me semble que vous avez travaillé, à l'hôpital psychiatrique. Hem, Comment, est-ce qu'un patient, il peut être hospitalisé, en France aujourd'hui, sous contrainte ou pas? Ou, voilà. Alors déjà, il faut qu'il y ait de la place. Ça, c'est pas gagné, mais Ah oui, c'est vrai, je ne oui. je ne m'étends pas sur le sujet, on connaît mon avis. En gros, c'est en fait, c'est simple. En théorie, c'est vraiment simple. Je dis pas que c'est facile, mais c'est simple. Heu, Si les patients vont bien, la seule façon qu'ils ont de rentrer à l'hôpital, c'est d'aller faire la demande aux urgences ou à un psychiatre ou à qui ils veulent. S'ils sont bien, c'est pas clair que ce soit nécessaire. S'ils sont pas bien, il y a 2 solutions. Soit ils veulent pas y aller et dans ce cas-là, c'est avec les pompiers ou avec les forces de l'ordre. Soit ils veulent y aller et du coup, c'est avec leur psychiatre ou le généraliste et souvent ça se finit aux urgences parce que le généraliste, il peut pas gérer ça et les psychiatres, il y en a plus. Donc quand les gens sont pas bien et qu'ils veulent être hospitalisés, normalement, c'est facile, les familles ont pas trop de soucis avec ça, donc faut des places d'hôpital parce que des fois, tu attends 3 semaines et ils t'envoient en Allemagne, donc ça, c'est un autre délire. Mais le vrai souci, c'est quand les gens vont pas bien. Toi, qu'est-ce que tu fous? Avec la presque à la psychiatrie, il y a des familles qui parfois préfèrent que les gens ne soient hospitalisés qu'en dernier recours, tu vois? C'est vraiment, j'attends de me faire menacer, si jamais il y a de ça. Et du coup, en gros, ça se termine par, beh, les familles appellent les pompiers, quoi. Donc les pompiers, ils gèrent énormément de psychiatrie, mais énormément, et du coup, c'est: «Bah, écoutez, là, il est là, il dort pas, ça fait 2 jours, vous appelez les pompiers et on voit comment ça se passe, quoi». Une fois que les pompiers sont là, le patient est ramené aux urgences, c'est les familles qui donnent les infos, mais c'est le médecin qui dit: «Bon, ben, on l'hospitalise contre son gré ou pas». Parce qu'il y a des familles qui disent: «Je veux pas l'hospitaliser de force», mais moi, si tu viens et que tu me dis: «Il faut que tu hospitalises ma mère, elle me saoule, je peux pas jouer à GTA 5», bah, tu vois, on n'hospitalise pas ta mère, quoi. Donc en fait, c'est vraiment les familles donnent l'info et c'est le psychiatre qui donne la décision. C'est sur les documents, il y a le nom du psychiatre et cetera et cetera. Mais donc en gros, c'est ça, quoi. C'est soit les gens demandent, il faut qu'il y ait de la place, soit les gens veulent pas et s'ils sont suffisamment graves, on peut appeler le 15 et hop. Donc la vraie emmerde, c'est quand les gens sont pas assez bien pour se rendre compte qu'il y a un souci et aller aux urgences d'eux-mêmes, mais pas assez mal pour que tu appelles le 15. Tu vois? Si tu appelles le 15 en disant: «Bah, écoutez, là, mon gamin, ça va faire, 2 mois, il va plus en cours, il va rater son bac, il a plus de potes, il se lave pas», le type du 15, il va pas t'envoyer, une ambulance, pour gérer ça. Tu vois? Il va te dire: Mmh. «Bah, vous gérez Oui. ça, avec le médecin traitant, c'est pas une urgence vitale» et lui, il faut choisir parce qu'à côté, il y a 2 infarctus, donc il peut pas envoyer les ambulances n'importe où, on est d'accord?
Donc là, les gens qui sont dans cette situation, bah, je pense qu'ils vont vraiment galérer sur les prochaines années là, parce qu'il y a pas 36 000 solutions. J'ai pas de réponse honnêtement sur comment faire à ce moment-là. Donc c'est toujours un classique quand tu es malade, parfois vaut mieux être un peu plus malade que juste au milieu parce qu'au moins ça se déclenche. Parce que quand tu appelles et tu dis: «Bah, ça fait 2 fois qu'il essaye de passer par la fenêtre», ils sont là dans la demi-heure. Oui. Genre il y a pas de donc en gros, c'est ça. Faut pas hésiter à appeler le 15 et puis ils connaissent le 15 honnêtement, ils finissent par connaître un peu, tu vois? Très bien et bon alors vous avez, parlé du coup des bloqueurs de la dopamine, des neuroleptiques, de la thérapie. Est-ce qu'il y a des traitements complémentaires, psychosociaux qu'on peut, rajouter, à la prise en charge, heu, de la maladie? Ouais, mais qui sont du coup pas, donc ils sont, enfin, c'est d'autres cales de l'avion, tu vois? Si tu as pas de logement, c'est très bien, hein, de prendre un neuroleptique, mais ça va pas t'amener très loin. Et là, en fait, ils sont pas du tout spécifiques à la psychiatrie, à la schizophrénie, c'est toute la psychiatrie. Tu vois? L'idée, c'est que tu es censé normalement être dans un environnement, qui est pas extrêmement pollué, où il y a pas du deal, toutes les 2 minutes, où tu peux, sortir, dans la soirée sans risquer de te faire agresser ou je sais pas quoi, où tu peux avoir des interactions avec tes voisins, tu vois? Tu es pas un espèce de lapin dans une cage où tu parles à personne. Heu, tu es censé pouvoir t'acheter à bouffer de la vraie bouffe, tu vois? Et pas des madeleines, ou je sais pas quoi dans lesquelles il y a rien. Et le problème, c'est que les patients atteints de schizophrénie ont des problèmes cognitifs et donc là où toi, tu arrives toi, je sais pas, mais moi, des fois, j'arrive à me dire: «Je vais pas prendre mon paquet de Kinder parce que dos Jésus, ça fait beaucoup de Kinder pour un seul homme», et je prends pas mes Kinder. Et ben, les patients atteints de schizophrénie, ils ont moins cette capacité à stopper les on va dire les pulsions un peu, primordiales. Donc, ils mangent n'importe quoi, facilement ils ont des addictions, facilement ils ont des rythmes, de vie qui sont plus anarchiques, et cetera et cetera et après ça s'empile, tu vois? Donc en fait là, les trucs qu'il faut, c'est il leur faut un logement, il leur faut de la vraie bouffe, il leur faut des activités sociales, un boulot ou autre, moi je m'en fous, mais tu vois, qu'ils voient du monde, il faut qu'ils puissent faire de l'activité, physique, mais tu vois, l'activité physique, faut que ça puisse se faire. Tu vois, si jamais tu habites au milieu de lotissement de HLM, bah, c'est plus dur de faire des tours que si tu es, au milieu de la nature et que tu as un soleil levant incroyable, enfin, tu vois? Et donc en fait, tout ça là, ça fait partie des trucs qui sont en train de tomber un peu en ruine dans le pays, honnêtement, je trouve. Et donc, on va avoir un peu un souci. Si tu regardes dans les pays, c'est une étude de l'OMS là qui avait sorti ça, qui a fait parler d'elle, je te raconte pas. Dans les pays beaucoup plus pauvres, mais avec une cohésion sociale qui n'a rien à voir, tu vois? Tu as pas un patient schizophrène tout seul chez lui, quoi, ça n'existe pas. Donc en fait, il y a D'accord. la famille autour et ben, la qualité de vie des patients est pas moindre et donc en fait, il y a des gens donc après on peut toujours critiquer la littérature, c'est pas un souci, mais il y a des gens Mmh. qui diront: «Bah, écoutez, on dépense un fric de dingue pour, gérer les phases aiguës des patients atteints de schizophrénie pour qu'ils délirent pas, mais derrière, il y a rien et en fait, dans d'autres pays qui dépensent beaucoup moins et ben, la famille, la société et cetera est beaucoup plus, ressource et les résultats sont les mêmes. Alors sur le plan effet secondaire, il y a plus de résultats quand tu as pas de médoc, on est d'accord? C'est moins gênant quand tu as pas de médoc, heu, donc c'est un vrai problème, tu vois? Je veux dire, moi, j'irai pas sur un plateau télé avec un médecin qui a le discours de, «Faudrait supprimer les neuroleptiques et réorganiser la société comme il faut». Oui. Je pense que supprimer les neuroleptiques, c'est con, mais sur le plan de l'organisation, est-ce qu'on pourrait pas dépenser l'argent un peu mieux? Ça se discute, tu vois? Vraiment, ça se discute. Donc oui, il y a d'autres choses, mais qui sont pas spécifiques à la schizophrénie. Ça marche pour les bipolaires, pareil ça, pour les patients dépressifs, pour tout le monde Très bien. et même pour les gens pas malades d'ailleurs, même pour les gens Oui, pas bah, en malades. fait, c'est la qualité de vie, globale, en Mais fait. c'est ça, c'est le contrat C'est la social. santé. C'est ça, c'est le contrat social. C'est tu donnes un peu Mmh. d'argent ou beaucoup d'argent à l'État et l'État, tu lui fais confiance et il te rend cet argent en te La donnant protection sociale. Mmh. sécurité, société, santé, tu vois, machin. Là, tu donnes l'argent à l'État et il se casse avec et tu le retrouves en train de picoler, dans un coin, quoi. Donc c'est pas très sérieux tout ça. OK. Désolé, je passe un peu Non, de non, mais trucs communiqués. c'est une métaphore, intéressante. Hem, du coup, je voudrais aborder la sectorisation. Alors déjà, est-ce que c'est une bonne chose?
et comment vous décririez, les conditions d'hospitalisation des patients en secteur globalement en France aujourd'hui? Alors normalement, il y a pas de sectorisation dans le sens où si tu veux pas être hospitalisé dans ton secteur, la loi dit que tu peux choisir ton secteur. Donc ça, c'est un bon exemple de loi qui est bafouée. 1 parce que parfois on n'est même pas au courant en tant que praticien et 2 parce que, bah, de toute façon il y a pas de place donc tu peux demander à aller où tu veux, tu vas aller là où il y a de la place et puis c'est tout. Hem, Bah, pour moi, c'est une organis tu vois, c'est un exemple de règle qui avait du sens dans un certain contexte où il y avait, des places possibles et il fallait bien décider d'où tu allais hospitaliser les gens en fonction de leur, lieu de résidence pour pas qu'ils soient hospitalisés le plus loin possible, tu vois? Mais sur des trucs, parfois pratiques, tu vois? Moi, si jamais je trouve que tu vas un peu mieux et que j'hésite à te faire sortir, bah, tu fais des journées chez ta famille, voir comment ça se passe et c'est bien si la famille est pas à 150 bornes. Donc au début, ça répondait à des problématiques pratiques, simples et je pense que ça gênait pas forcément beaucoup de monde. De l'autre côté de la barrière, tu avais parfois des journées entières où on se battait: «Ah lui, il est pas de mon secteur, il est de ce secteur-là, machin», tu bon, ça c'est pas très intéressant mais aujourd'hui, pour moi, ça se manifeste comme étant une sanction, dans le sens où il y a des patients qui ont déjà été hospitalisés dans leur secteur. Ils veulent pas y retourner parce que ça s'est mal passé, quand ils vont ailleurs, ils se font renvoyer. Enfin, c'est un temps, une énergie, des déceptions pas possibles. Donc je pense qu'aujourd'hui, la règle n'est plus vraiment d'actualité. Après, si tu me demandes qu'est-ce que pourrais faire de mieux, je j'ai pas trop d'idées, hein. Honnêtement, je suis pas trop sûr que j'ai une autre idée. Mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est la sectorisation, c'est juste on décide qu'on met les gens là en fonction de la carte qu'on a coupée. Hem Je veux dire, pourquoi pas, hein, mais aujourd'hui, ça je pense qu'on pourrait avoir un peu plus de souplesse, mais en pratique, quand tu as 10 patients qui attendent une hospite, tu commences pas à demander aux gens de gérer ceux qui veulent aller ici ou là, machin, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et justement, dans l'hôpital psychiatrique public, heu, bah, comment vont être les conditions d'hospitalisation? Comment ça Ah va se oui, passer? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce que vous avez à dire? question piège. Hem, Moi, je vais te dire, hem, je vais te dire un truc, j'espère que je vais pas me faire engueuler. J'ai des enfants. Mes enfants, toi, moi, toute espèce humaine, même les êtres unicellulaires les plus cons, sont soumis au renforcement. Si jamais je fais des trucs bien et qu'on me récompense, j'ai tendance à plus les faire. Si je fais des trucs mal et que je suis puni, j'ai tendance à moins les faire. Si jamais je fais des trucs bien et qu'on m'enlève un truc qui me fait chier, j'ai tendance à plus les faire, etc., etc. On est d'accord, c'est du renforcement. Euh, le lithium, par exemple, met du temps à marcher et donc c'est pour ça que les gens aiment pas le lithium et beaucoup plus les benzos. Parce que tu prends la benzo et dans la demi-heure, paf, tu as le résultat. Et le lithium, lors de son arrêt, il y a pas de sanction tout de suite, tu peux rechuter 6 mois après, alors qu'avant ça se passait très bien. C'est très différent des benzos parce que quand tu arrêtes ta benzodiazépine, paf, tout de suite après, tu es puni. On est d'accord? Et donc, le service de soins psychiatriques, je parle pas pour les autres services, je sais pas, mais pour le service de soins psychiatriques n'est pas récompensé s'il travaille de façon efficace et n'est pas puni s'il fait n'importe quoi. Mmh. Il y a la Haute Autorité de Santé qui est censée évaluer la qualité des soins, qui est une farce. Je pense qu'à ce stade, on peut le dire. Ils sont venus évaluer l'hôpital de Laval, ils ont mis 93 ou 95 sur 100, si tu veux, je veux dire, c'est OK. C'est comme l'hôpital de Necker, qui est un hôpital reconnu à l'international en Oui, c'est connu, pédiatrie. oui. Mmh. Mais là, en gros, la psychiatrie à Laval, c'est comme Necker à Paris. Donc, je sais pas trop qui choisit. Et le directeur de l'hôpital, il avait commenté en disant: «Tiens, c'est étonnant parce que c'est bien noté, mais il y a quand même, les 2 tiers des patients qui déconseillent d'aller à Laval» ou je sais pas quoi. Enfin bon, voilà, c'est une espèce de tartufferie sans nom. Et donc à mon avis, si on veut changer le système, il faut que, si on veut changer les gens, il faut changer le système parce que ce qui se passe est inéluctable. Et donc là, ce qui se passe, c'est que tu dépends du moyen et de la volonté des soignants. S'il y a pas de tu vois, moi, par exemple, je me je bossais dans le service là et on avait un patient de 2 mètres. 2 mètres,
110 kilos, qui était agité et on avait mis tous les traitements du monde. Honnêtement, je pense que son cœur allait lâcher avant son cerveau. Il est 20 heures et les 2 infirmières qui font toutes les 2 40 kilos disent: «Écoutez, docteur Sikora, il faudra peut-être, l'endormir parce qu'on a peur que, si jamais il se détache, la vitre lâche» et la vitre avait déjà lâché. Donc tu allais pas leur dire: «Non mesdames, c'est» enfin, tu vois? Et donc là, dans ces cas-là, ben, tu les mecs, tu vois? Tu les mecs, je veux dire. Après, tu peux aller dire: «Oui, mais les infirmières, elles devraient avoir machin», mais les infirmières, elles avaient 30 ans, elles vont pas risquer de se faire tabasser pour 1 500 balles par mois, tu vois? Il y a personne qui fait ça, honnêtement. Et donc en fait, tu as des médecins qui essayent de pallier au manque de soignants, tu as des infirmiers qui essayent de pallier au manque de trucs et machin, et donc tu as des services où les mecs se défoncent, ils rentrent tard chez eux, quand il y a plus de bouffe, ils en amènent eux-mêmes et tout, tu vois? Je veux dire, moi, j'étais allé faire l'anniversaire d'une patiente avec un McDo, j'étais allé chercher un McDo, je lui avais ramené un McDo froid, c'était horrible. Mais elle m'en parle encore, elle me dit: «Bah, putain, docteur Sikora, alors que c'était la merde, vous êtes allé me chercher un McDo». Heu et 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 tu vois, il y a pas que moi qui fais ça, on est d'accord, il y a plein de gens. Mais en fait, quand on le fait, on n'est pas récompensé, et quand on le fait pas, on n'est pas incité à le faire, et du coup, naturellement, c'est le merdier. C'est l'entropie, si tu veux, c'est la physique, putain. Tout va Mmh. partir en cacahuète, sauf s'il y a des forces qui s'opposent à ça, et actuellement, il y a rien qui s'oppose à ça, donc ça part en cacahuète. Je pense pas que on pourra me reprocher de dire que oui, il y a des services où c'est un bordel sans nom. Et là, moi, dans mon service à Laval, à côté, il va y avoir un médecin 3 jours dans la semaine, je crois, un médecin thésé, alors que, il en faudrait, 9 ou 12. Enfin, si tu veux, qu'est-ce que tu veux que je te Ouais. dise? Donc oui, oui, c'est la merde. Et c'est pour ça que quand les gens nous disent santé mentale, grande cause nationale, ils se foutent de notre gueule. Mais on en reparle après, je Mais crois. oui, On en reparle j'ai après. prévu de vous, Ouais, 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 ouais. vous poser la question après. Très bien, donc, après l'hospitalisation, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, comme solution et comme aide, s'il y a jamais il y a des structures post-hospice? Et quelles sont les principales limites des dispositifs qu'on peut avoir, à la sortie d'une hospitalisation dans le cadre de la schizophrénie, enfin des schizophrénies? Alors, ça dépend vraiment des endroits, et donc tu as des régions où tu as, carrément des espèces de logements qui sont à la limite du médical et du social, où il y a un médecin qui passe de temps en temps, où tu as des infirmiers qui passent régulièrement pour s'assurer que les gens, ils arrivent bien à faire leurs courses, et cetera, et cetera. Tu as des pays où tu as ce genre de structures qui sont tenues par des associations de patients quasiment. Enfin, tu vois? Je veux dire, il y a vraiment une volonté de se dégager de l'hôpital psychiatrique parce qu'il peut pas tout faire, et ça, c'est une certitude. Il faut pas les supprimer non plus, à mon avis. Mais donc en fait, ça, c'est vachement, dépendant de ce que tu as autour de toi, et tu as virtuellement, tout ce qui est possible et imaginable, honnêtement. Donc tu as des hôpitaux psy qui sont en fait tenus, où les patients décident un petit peu du truc. Je crois que c'est la Chaîneraie, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais donc en fait, tu as tout, tu des logements autonomes où les gens viennent, les soignants viennent t'aider. Tu as, des hospitalisations, programmées, tu as machin, enfin, tu vois? C'est encore un spectre de trucs qui vont de tu es tout seul chez toi, personne vient te voir, à, tu es hospitalisé constamment, et au milieu, tu as des infirmiers qui viennent le matin, le midi, l'après-midi, l'assistance sociale qui vient toutes les 2 semaines, enfin, tu fais plein de trucs. Nous, on avait fait le soin intensif à domicile. Alors ça, c'était épique. En gros, c'était les patients, ils veulent pas voir ta gueule, ils veulent pas être à l'hôpital psychiatrique, ça les emmerde. Vraiment, ils s'en foutent, hein, ils veulent se casser. Et du coup, ça permettait soit d'éviter d'hospitaliser les gens, soit de les faire sortir plus vite, parce qu'on pouvait les voir 2 fois par jour. Tu vois, à la sortie, on pouvait les voir 2 fois par jour. La sortie de l'hôpital psychiatrique, surtout la première fois, surtout avec de la maladie mentale chronique sévère, genre la schizophrénie ou le trouble bipolaire, c'est une période à risque sur le plan suicidaire qui est majeure. C'est catastrophique, et donc tu veux éviter à tout prix que les gens passent d'un service où il y a plein de monde, où ils voient, ils discutent, machin, à leur appart tout seul où il y a rien, avec la perspective de, on vous revoit dans un mois, parce qu'il y a plus de place avant, et bon, vous touchez la hache, et du coup vous bosserez plus, et il y a plus besoin de sortir autre que pour acheter ses clopes, quoi. Donc il y a plein de trucs, intéressants.
Ça pose des problèmes, tu vois? Nous, on avait des patients qui déliraient complètement et qui disaient: «Bon, bah, je veux pas retourner à l'hôpital, je m'en fous, j'attendrai que le l'archange Gabriel vienne me chercher, je vous verrai pas demain docteur». Et du coup, quand tu sonnes, tu sais jamais si tu vas retrouver les patients ou pas. Heu, donc faut être tolérant à l'incertitude, en fait, tu vois? Tu sais pas trop. Mais en gros, c'est ça le problème, c'est, faut accepter du risque si tu veux que les gens puissent être en liberté et tout ça, ça demande, des ressources humaines qui sont énormes, tu vois? Je veux dire, c'est énorme donc petit à petit, il y en a, moi, je trouve, plus de mon côté, mais je crois qu'en France, il y a des financements qui sont en train de mettre en péril un certain nombre de structures comme ça. Donc je pense que les options vont se tarir petit à petit, ouais, à mon avis. Très bien. Hem, Par rapport au suivi, médico-social large, hem et notamment, aux ruptures de suivi, d'après vous, à quoi elles sont liées et quels sont les impacts du coup, pour l'individu, pour la société, des ruptures de suivi? Alors là, c'est mon avis, hein, j'ai pas les stats, précises en tête. Li Ça dépend ce que tu appelles le suivi. Dans le suivi, il y a le suivi médicamenteux, je pense, Mmh. et je parle de ça en premier, c'est mon domaine. Les gens aiment pas les effets secondaires des médocs. Ça, c'est vraiment la première cause d'arrêt. Juste à vu équivalent ou même ou juste en dessous, il y a l'efficacité. Les gens aiment pas quand ça marche pas et du coup, ils arrêtent aussi. Ils sont pas cons, hein, les gens. Ils peuvent être atteints de schizophrénie, ça change rien. Et donc le fait est qu'on a des médocs qui marchent pas chez tout le monde et les schizophréniques, on dit résistantes, où tu peux mettre n'importe quel neuroleptique sauf la clozapine, aucun des neuroleptiques ne marchera pas, c'est 30 des gens. Donc normalement, on devrait avoir 30 des gens avec de la clozapine, au moins qui a été proposé, ça n'est pas le cas. Et bah, ça fait grossir, ça peut diminuer la sensation de plaisir, ça peut te rendre déprimé, ça peut entraîner des problèmes moteurs. Moi, j'ai pris, une fois un neuroleptique, j'avais un spasme laryngé, j'ai fini au bord de l'AREA, enfin, c'est quand même pas très D'accord, agréable. Si tu es là depuis. j'imagine. Hem, tu Enfin, à peu près, ouais, mmh. Ouais, ouais, donc voilà, les effets secondaires sont un problème, l'efficacité est un problème. Le fait de prendre des médicaments tous les jours, parfois c'est problématique, ne serait-ce que parce que tu as pas forcément, la tête à ça, tu oublies et cetera. Donc en fait, on devrait avoir tous les patients se voir proposer des neuroleptiques sous forme injectable, on est d'accord? Ça devrait être fait de façon systématique. Ça n'est pas fait. Sous injectable, enfin, c'est vraiment juste c'est le même produit, mais qui se libère lentement et comme ça évite de faire pam, 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 pam tous les jours quand tu le prends, en version comprimée et il y a beaucoup moins de rechutes. Il y a beaucoup, beaucoup moins de rechutes. Je veux dire, les gens vivent plus longtemps, ils vivent mieux. Enfin, la version injectable, quand elle est possible, c'est devrait être la base, tu vois? On devrait te donner l'injectable et tu devrais signer: «Je refuse parce que machin» et le mettre dans ton dossier parce que, bah, tu viens de refuser un truc qui, potentiellement améliore. Donc après, il faut que le médoc marche, on est d'accord. Si le médoc marche pas et que tu le mets en injectable, ça change rien. Mmh. Mais donc voilà, il y a de ça. Il y a le côté, bah, les médecins peuvent pas se rendre compte honnêtement. Moi, je peux pas me rendre compte. J'ai pas pris du Risperdal pendant 6 mois, donc quand il y a un patient te dit, «Bah, écoutez, là, j'ai moins de délire, mais ma vie est pourrie», les médecins, ils ont pas forcément le même objectif que les patients, donc parfois il y a un décalage, tu vois? Mmh. Donc sur le rapport, qu'est-ce que je perds versus qu'est-ce que le médoc m'amène, on n'est pas toujours raccord et c'est à mon avis inévitable. Donc il y a de ça qui fait que les gens finissent par en avoir ras-le-bol. Heu, sur le plan du suivi psycho aussi, tu vois, il y a la thérapie et la thérapie, c'est pareil, c'est un large champ d'action. Il y a la psychanalyse qui est en train de se prendre la foudre là. Hem, alors honnêtement, si tu supprimes la psychanalyse, je sais pas comment tu fais avec les gens qui sont suivis en psychanalyse actuellement. Je sais pas comment tu te démerdes. Tu leur dis: «Écoutez, maintenant, faut payer». Heu, Tu vas faire la gueule si tu vas voir si tu vois tous les gens suivis en analyse débarquer en disant: «J'ai le droit qu'à la TCC maintenant», ça va te faire bizarre. Bref, donc tu as la thérapie qui marche pas forcément chez tout le monde, qui prend un temps pas possible, tu vois? Ça prend du temps, il y a pas de renforcement immédiat. La thérapie, au début, c'est parfois plus douloureux que, bénéfique, donc ça rend du problème. Heu et globalement, les trucs sont longs. Je veux dire, pour avoir l'allocation adulte handicapé là, qui mine de rien te permet d'avoir du pognon. Je veux dire, même si t'aimes pas les gens, même si tu es un vrai connard et que tu es un homme politique, tu es le dernier des salopards, il vaut mieux filer 1 200 balles à un patient atteint de schizophrénie
qu'il puisse bouffer un peu et dormir au chaud, que de lui payer des passages aux urgences alors qu'il est, dans la rue, sous drogue, tu vois? Je veux dire, même si tu t'en fous de sa vie, imagine, tu es le dernier des psychopathes, financièrement, il vaut mieux éviter, tu vois? Et tu lui files un peu de sous-sous, c'est le pacte social, un peu moins élégant, mais il y a de ça, et en fait, c'est un bordel. Pour avoir l'AH, là, c'est devenu un bordel. L'allocation adulte handicapé, il faut faire le certificat. Le système est dingue, je veux dire. Moi, aujourd'hui, j'ai un patient, ils m'ont dit, ils me l'ont refusé. Le patient, je le suis depuis 2 ans. Je fais la demande, on attend des mois et sans l'avoir vu, sans l'avoir rappelé, sans m'avoir appelé, on lui dit: «Bah, vous avez pas l'AH». Bah, les gens, ils finissent par se décourager, si tu veux, se décourager. Moi, Mmh. j'en ai une, ils m'ont appelé, elle était hospitalisée. Elle était hospitalisée en train de délirer. Elle m'a montré une photo. «Vous n'avez plus l'AH, vous êtes, valide». Attendez, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce foutoir, franchement? Donc, la machine, administrative est aussi une perte de chance pour les patients et financièrement, à mon avis, on pourrait faire mieux. Heu et puis, bah, il y a la maladie en soi, hein, qui te tu vois, c'est difficile de rester optimiste, face à un truc qui, transforme ton expérience de la vie. Parce que c'est un truc chronique, on est d'accord, les symptômes négatifs ont tendance à rester pour une grande partie des gens et bah, ça modifie vraiment la façon, que tu as de voir la vie. Les proches aussi vont avoir un impact majeur. Si tu as un proche qui dit: «Va pas chez le psychiatre, c'est tous des tarés, ils veulent faire du fric sur ton dos», bah, il y a plus de gens qui laissent tout tomber que, si tu as un proche qui dit: «Bah, écoute, tu vas chez le psychiatre, tu lui dis ce qui va pas, au pire, enfin, tu vois? Il y a pas mal de choses. La société aussi change les choses, ben, si tu accueilles la maladie comme quelque chose qui fait partie intégrante, tu vois? Il y a des gens qui portent le fardeau de la créativité humaine aussi, tu vois? Tu regardes chez les patients bipolaires, chez les patients psychotiques en général, on est capable de faire des trucs, et on est capable de le faire parce que, cette fonction parfois est pas très développée, parfois l'est trop et en fait, c'est des gens qui ont été un petit peu, heu, frappés par le génie humain et qui payent les pots cassés de ça, quoi. Donc donc il y a plein de choses qui font que les gens arrêtent le suivi au sens large. Il y a des choses qui relèvent du psychiatre purement et exclusivement, tu vois? Si je mets trop de médocs et que les gens sont shootés, ben ils viennent pas, c'est pas compliqué. Et puis il y a des choses qui relèvent de la société au sens large, qui sont, plus ou moins adressées, dans des délais plus ou moins satisfaisants. Très bien. Alors on y vient du coup. Quel est votre avis sur la pénurie de psychiatres en France et sur donc santé mentale, grande cause nationale 2025 alors que l'année est presque terminée? Bon, donc tu connais mon avis, hein, tu as dû me voir Oui, oui, je l'expliquer. pense, oui. Il y a Christophe Barnier qui a dit: «Il faudrait qu'on refasse une année supplémentaire, parce qu'on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait faire». Heu, Si tu essayes de planter un clou et que tu as défoncé tout le mur, mais que le clou est toujours au même endroit, refais pas un tour. Arrête le massacre. Arrête le massacre, il est beaucoup trop tard. Il ne faut pas refaire une année de la santé mentale. On n'a jamais eu autant de ruptures de psychotropes que, en ce moment. J'ai un patient, mais ça date d'aujourd'hui, qui a rechuté parce qu'il y avait une rupture de quétiapine. Du coup, il a eu une forme faite par la pharmacie, mais en fait, ça se libérait pas pareil. Du coup, il dort moins bien. Du coup, il a rechuté. J'en ai plusieurs par semaine comme ça. C'est infernal. C'est infernal. Hem, Moi, je pense que c'était pas une mauvaise chose parce que ça montre à quel point le gouvernement peut faire de la com pure, de la com pure. C'est vraiment de la com pure. C'est putaclic, je sais pas comment tu appelles ça, mais il y avait rien derrière. Il y avait rien derrière Santé mentale, grande cause nationale. C'est un mensonge énorme. Je refuse de croire que les gens ne savaient pas que c'était un mensonge, honnêtement. Franchement, on a dans le lot des psychiatres. Je vois pas comment ils pouvaient être optimistes à ce point. Et en plus, on donc les gens qui ont besoin de soins n'en ont pas, clairement, c'est vraiment pas compliqué. Nous, on a 15 demandes par jour au secrétariat, je sais pas si tu imagines? 15 par jour, 15 par jour et les gens savent que c'est des consultes de pharmaco de 15 minutes, tu imagines? Si je faisais des trucs d'une demi-heure, on en aurait 200, enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Mmh. Hem Et donc ils ont pas les patients atteints de troubles mentaux n'ont pas de soins et en plus, on est en train de rajouter des gens qui n'ont peut-être même pas besoin de psychiatre. Tu as les médias qui relaient des études en disant:
25% des jeunes dépressifs. Mais c'est n'importe quoi. Non, non, c'est n'importe quoi. On a posé les questions du DSM à des jeunes, ils ont répondu, et c'est pas comme ça qu'on fait un diagnostic de dépression. C'est vraiment pas comme ça du tout. Enfin, il y a des gens qui pensent que les diagnostics en psychiatrie, c'est de compter les critères, et puis tu additionnes tes critères, et si tu as assez de critères et tout, mais Des échelles. Mmh. c'est n'importe, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Il y a personne qui fait ça, d'où Jésus. Euh, donc je pense qu'il y a un problème du côté de la psychiatrie parce que c'est en train de s'écrouler, clairement. Et il y a un problème du côté de la santé mentale parce qu'on est en train de faire de la com, en annonçant santé mentale grande cause nationale et sur plein d'autres trucs. Tu vois, il y a le diplôme de secourisme en santé mentale et cet argent est dépensé de façon inutile. Les études qui montrent le caractère inefficace sur les gens concernés sur le long terme sont déjà faites. On sait que un an après, les patients, ils sont même pas au courant de si tu as fait la formation ou pas. Donc, il y a des gens qui disent oui, mais c'est quand même bien d'informer le public et de, oui, mais ça coûte des sous, ça coûte des sous. Donc, si au lieu de faire cette formation, on avait créé des logements sociaux qui soient pas infectés par les cafards, parce que c'est un vrai problème dans la région. Figure-toi, il y a des cafards dans les logements sociaux. Alors les gens te montrent, il y a des cafards. Vous dormez bien? Non, j'ai peur que les cafards me rentrent dans la bouche. Ah là 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 là, bah, tu vois, t'es pas préparé à ça quand t'es psychiatre, tu vois, tu sais pas gérer les cafards. Euh, et du coup, peut-être que si on avait mis de l'argent à ce niveau-là, on aurait plus de résultats sur investissement qu'en faisant de la com et des machins et des bidules, quoi. Donc, moi, honnêtement, on a arrêté de regarder les infos parce que ça nous met vraiment un coup de bambou, là, avec ma femme. Alors qu'elle faisait ça pendant 15 ans. Enfin, je veux dire, elle a grandi, elle écoutait les infos, elle avait 3 ans, si tu veux. Donc je pense que c'est pas inutile parce que ça a montré à quel point ils se foutent de notre gueule. Et puis c'est des décisions, déconnantes qui sont faites les unes après les autres, franchement. Donc voilà, c'est mon avis très tranché. S'il y a des gens qui D'accord. sont pas d'accord, ils le disent dans les commentaires, on refera un live, moi je suis vachement intéressé. Je vois pas comment on peut ne pas être d'accord. Beh, je prends votre avis, c'est très intéressant et d'avoir l'avis d'un psychiatre du coup. Hem, donc, on en a un peu parlé, les patients schizophrènes ou atteints de schizophrénie, je sais pas vraiment quelle appellation vous voulez donner. Est-ce que déjà ils peuvent vivre en milieu ordinaire? Probablement oui, d'après ce que j'ai compris de ce que vous avez dit. Mais comment est-ce qu'on peut les accompagner pour qu'ils soient autonomes? Au niveau des structures d'accueil, qu'est-ce qui est mis en place? Et notamment pour leur insertion, au niveau, de la société? Moi je sais pas, honnêtement, je pense moi je dis les patients schizophrènes. Des fois je fais l'effort parce que je sais que les gens vont me faire chier. Je pense que le respect de ces personnes-là passe pas forcément par le fait de prendre la peine de dire atteint d'eux. Hein, tu dis pas les doctorants, tu dis les doctorants, tu dis les machins, tu dis les. Je suis pas sûr que ça participe vraiment sur le long terme à l'amélioration et la déstigmatisation de faire cet effort linguistique-là. D'accord. Mais pourquoi pas? Moi, j'ai vu des gens dire les patients atteints de schizophrénie sont des types qui sont majoritairement dangereux et il faut globalement, enfin, tu vois, je pense que Mmh. c'est bon, bref. Et alors après, en fait, pour répondre à ta question, c'est là où il y a c'est là où tu vois l'hétérogénéité de ce groupe pose problème. C'est parce qu'il y a des patients qui vont faire un épisode une fois, peut-être un deuxième 20 ans après, vont prendre un quart de dose d'aripiprazole et ils n'auront pas de soucis. Et ceux-là, ils font ce qu'ils veulent comme tous les autres, tu vois? Ils sont libres de faire des décisions débiles, parce que les décisions connes ne sont pas l'apanage des gens, atteints de maladie mentale, on est d'accord? Les gens sains d'esprit en font beaucoup, Bien sûr. et donc ils sont capables de faire de tout ce qu'ils veulent. Il y a des patients atteints de schizophrénie qui, ne répondent pas au traitement, qui, répondent au traitement mais ne souhaitent pas garder le traitement, qui sont pris de, délire ou de troubles perceptuels tellement violents qu'ils quitteront pas l'hôpital psychiatrique. Il y en a aussi, tu vois? Ça existe et ceux-là, bah, tu peux les faire sortir, mais c'est un peu les condamner et personne veut les faire sortir, la famille surtout pas et même eux, ils finissent par plus trop se sentir du tout. Moi, j'en avais un qui était persuadé d'être recherché par la mafia russe et si tu le mettais 10 mètres en dehors de l'hôpital, psychiatrique, il était pas loin de te faire un infarctus, si tu veux. Donc lui il y en a qui pourront vraiment pas faire ça, et tu en as qui sont aussi dans des unités qui sont, des unités pour malades difficiles où là, il y a
il y a une force de frappe, c'est pas une zone de guerre non plus, mais tu as des ressources humaines, et matérielles qui sont vraiment plus, élevées que la moyenne parce que c'est des gens qui peuvent être violents. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui peuvent être violents. En moyenne, les gens atteints de schizophrénie sont plus violents que les gens pas atteints de schizophrénie. Je suis désolé. Je pense que de dire l'inverse, c'est bafouer la science et c'est bafouer la réalité du terrain et c'est pas grave en soi, on est d'accord. Les gens déments sont aussi plus violents que la population générale. Les gens qui sont à une addiction à l'alcool, ce que tu veux, il y en a qui vont dire: «Oui, mais c'est surtout ceux qui fument du cannabis». Ben oui, mais il y a du cannabis partout là. Je suis désolé, il y a du cannabis partout. Il y a même des gens qui veulent légaliser le cannabis. Comme ça, ce sera encore plus pépère pour les patients atteints de schizophrénie. Tu pourras aller au tabac du coin et acheter ton truc. Mmh. Hem, bref, je me lance pas là-dedans. Mais voilà, je pense que c'est vraiment hétérogène. Il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui peuvent pas. Je pense que le boulot des soignants, ça n'est jamais de dire qui pourra faire quoi. Jamais, jamais, jamais. C'est toujours faux. Je veux dire, soit si je te dis: «Non, tu pourras pas faire plombier», soit c'est vrai, mais vu que c'est moi qui te le dis et que c'est pas toi qui, essaye, tu retiens le message que les gens décideront pour toi ce que tu peux faire ou pas, ce qui est à se foutre en l'air, honnêtement. Soit c'est faux et du coup, je t'ai, privé, d'un truc que tu avais envie de faire et je pense que c'est honteux et en moyenne, on se plante. Dire moi, j'ai vu des patients où ils ont dit: «Il arrivera» enfin, moi, je suis arrivé avec des patients, je suis désolé, je leur dis, heu, des patients où on attendait l'EHPAD, on attendait qu'ils aillent en EHPAD parce qu'ils sont pas capables de sortir de toute façon et il y en a, ils sont rentrés chez eux, il y en a un, il est rentré, il y avait sa famille à côté, depuis il a pas été hospitalisé, il était à l'hôpital psychiatrique depuis 10 ans et j'aimerais bien te dire qu'on a fait des trucs pharmacos de dingue, mais non, on n'a rien fait, on a baissé les doses, honnêtement, n'importe qui peut faire ça, n'importe qui peut faire ça. Donc je pense que voilà, il faut avoir l'idée que les gens alors évidemment, s'il dit: «Je pense que je peux, devenir président, comment vous pouvez m'aider?» Tu es obligé de mettre un peu limite, mais tu vois, c'est bref. Donc je pense qu'il faut à partir en tête que, ils doivent avoir la même aide que n'importe quelle personne avec un handicap, que ce soit un handicap physique ou, psychiatrique ou quoi que ce soit. Et après, bah, les mesures sont vraiment adaptées à toutes les problématiques, tu vois? Il y a des gens qui arrivent pas à se faire à bouffer, et bah, tu peux faire les plateaux repas. Il y a des gens qui arrivent pas, à faire un entretien d'embauche parce qu'ils ont pas la moindre idée de comment ça se passe, et bah, tu peux avoir un accompagnateur. Il y a le terme éducateur qui est employé. Moi, j'aime pas ce terme. Franchement, je suis vraiment pas fan et je suis l'éducateur de monsieur machin. Ah bah, il a 35 ans, ouais, enfin, bref. Donc des accompagnants des services sociaux, qui peuvent venir avec toi. Il y en a qui peuvent t'aider sur le mais ça demande du pognon, hein. Ça demande un pognon de dingue, hein. Faut pouvoir, payer des gens qui viennent t'aider à machin. Donc en fait, c'est une société qui a le fric pour et qui choisit de l'investir là-dedans et bah, on est en train de perdre ça, petit à petit, quoi. Mais D'accord. l'idée, c'est le milieu ordinaire, hein. L'objectif, c'est le milieu Mmh. ordinaire, quoi. Vous Mais y pas croyez forcément vous d'expérience, c'est totalement possible, du coup? ah bah, alors moi, d'expérience, j'ai vu des patients où je m'étais dit: «Ouh la vache, on n'y arrivera jamais» et en fait, nickel. Et j'ai vu des patients où, on s'est dit: «Bah, c'est pas un souci», en fait, ils arrivaient pas. Mais oui, enfin et moi, je suis et sans médoc, je suis complètement taré, hein. Je suis complètement taré, moi, sans médoc, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je veux dire, et moi, on a passé ma vie il y a rien de plus constant dans ma vie que quelqu'un au-dessus de moi qui me dit: «Tu peux pas faire ce que tu fais». C'est là depuis que je suis gamin. C'est là depuis que je suis gamin. C'était là au lycée, c'était là au collège, c'était là en médecine et là, c'est encore là, il y a encore des gus à la sécu qui disent: «Il est dangereux, il peut pas machin». Ça n'a jamais arrêté, et je suis toujours là et je fais toujours mon boulot donc non, non, non. Moi, j'ai des patients, schizophrènes qui sont complètement délirants, qui vont quand même bosser, qui sont super contents, qui sont machin. J'en ai qui vont pas bosser, qui font des associations. Non, 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 c'est vraiment, c'est dangereux de dire que les gens pourront pas faire ci ou ça, c'est vraiment dangereux. Je veux dire, on n'en a pas la moindre foutue idée. On n'arrive pas à prédire si les gens vont se suicider ou pas, franchement. On est psychiatre, on sait pas faire ça. Tu crois qu'on va commencer à prédire si les gens arriveront à avoir le boulot ou la vie qu'ils veulent? Attends, Ouais, faut effectivement. arrêter de déconner. Et la libido, si, nos médocs, ils Mmh. cartonnent la libido. Il faut parler de sexe, il faut parler de sexe constamment. Il faut parler de sexe avec les psychiatres, avec les pharmaciens, avec qui vous voulez. Les médocs peuvent massacrer la libido. Les antipsychotiques cartonnent la libido. Il y a des molécules où il y a 80% des gens qui ont plus de libido. Euh,
ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie. Je suis désolé, on est aussi là pour se reproduire, et donc que ce soit les hommes ou les femmes ou qui tu veux, faut arriver à parler de ça. Ça fait partie des causes d'arrêt, évidentes des neuroleptiques. Voilà. D'accord et donc finalement, quelles sont les prises en charge innovantes, de la schizophrénie qui existent, aujourd'hui, dans le monde? Bah, je je vais te dire, hem, je pense que quand tu dis innovant, c'est un piège. Je pense que c'est vraiment un piège. Hem, Parce que les trucs innovants qu'on a pour le moment sont suffisamment peu efficaces par rapport à ce qu'on a déjà pour que ce soit pas largement distribué, OK? Donc, tu pourrais dire que, il y a la pimavansérie, un nouvel antipsychotique qui, en moyenne, marche pas terrible, mais il y a des patients qui répondent très bien à ça et pas d'autres trucs. Et donc on peut dire que c'est innovant parce que, bon, en France, on l'aura peut-être jamais, mais, aux États-Unis, c'était pas présent il y a 3 ans, il y a 5 ans, donc c'est une innovation. Le problème, c'est que si tu veux aider les gens, en fait, on n'a pas besoin d'innover. Si tu veux aider les gens en psychiatrie, on n'a pas besoin d'innover. Il y a de la clozapine, ça n'est pas assez prescrit. Il y a du lithium, ça n'est pas assez prescrit. Les gens ont pas de bouffe, ils mangent n'importe quoi, ils ont pas de logement, ils sont machin. Enfin, tu vois, en fait, il y a pas besoin d'aller chercher l'innovation, tu vois? Si tu veux que les gens atteignent ce qu'ils ont, il faut qu'ils aient des liens sociaux et cetera et cetera. Et du coup, il y a une vraie question, est-ce qu'on veut balancer un pognon de malade dans la recherche de biomarqueurs, ou je sais pas quel truc dans lesquels on est depuis 40 ans. Enfin, je veux dire, si tu regardes, tu vois encore des tu les biomarqueurs pourraient nous aider, nous sommes au tournant d'une révolution, mais ça fait des dizaines d'années qu'on entend ça, si tu veux. Tu le pognon de malade? C'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Insel là, c'est des gens qui géraient la recherche, aux États-Unis et qui ont dit: «Bah, putain, on a mis un pognon de fou et on n'a aucun retour», tu vois? Merde! Donc en fait, je pense qu'il faut faire gaffe. Donc je réponds pas du tout à ta question, en fait. Je pense qu'il faut faire Si, gaffe si. avec l'innovation parce que c'est vachement cool, mais tu vois, la tribune du Monde, c'est, le Pramipexole, le Levothyrox. Moi, j'en ai 3 aujourd'hui, je te jure, j'en ai 3 qui ont testé 25 médocs différents, 150 microgrammes de Levothyrox, nickel, nickel, en 4 jours, je suis nickel. Il a pleuré, en visio, le mec. Et c'est des vieux trucs, c'est vieux comme le monde, putain, c'est vieux comme donc moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse gaffe, hein, parce que c'est l'enjeu des laboratoires et cetera, de nous sortir des nouveaux trucs, et c'est pas du tout, dans notre intérêt de mettre un pognon de dingo, pour des trucs qui marchent à peine mieux, voire parfois moins bien que ce qu'on avait déjà avant. Donc après, tu peux dire qu'il y a plein de trucs. Tu peux dire qu'il y a la la stimulation répétitive transcrânienne là, qui va faire que tu modifies un petit peu le rythme de certaines parties de ton cerveau, et qui peut améliorer les idées délirantes. Tu as quelques molécules. Tu peux sortir des nouvelles techniques de thérapie, tu vois? C'est un peu le truc classique ça. Tu fais pas la TCC, tu fais la MBDB, tu vois? Tu fais un nouvel acronyme et puis tu modifies deux trois modules, mais ça change pas grand-chose, tu vois? S'il y avait un truc innovant qui changeait la vie des gens demain, on pourrait de toute façon pas y avoir accès en France. Donc en fait, moi, je ferais bien gaffe à avoir les bases, tu vois? Les bonnes bases, et puis, tu vois, moins de tabac, moins de cannabis parce que le cannabis sur la schizophrénie, c'est un carnage, c'est un carnage. C'est vraiment de l'huile sur le feu. Il y a pas d'autre sur le plan biologique, c'est de l'huile sur le feu, c'est un incendie complet. Donc moi, je pense qu'on devrait un peu faire ça plutôt que d'aller chercher la nouvelle innovation, mais pour le moment, il y a pas grand-chose d'innovant à ma connaissance, en pratique, tu vois? C'est comme le microbiote, tu vois? Alors c'est pas très innovant parce que ça date pas d'hier, mais en pratique, bah, je sais pas quoi foutre avec ça moi. Je sais pas de changer le microbiote des gens, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois? Qu'est-ce que c'est vachement Mmh. intéressant, mais mais Oui. mais derrière, je sais pas quoi faire de ça, tu vois? L'inflammation en psychiatrie, la voie de l'inflammation, bah, vraiment, c'est pas nouveau et on a des molécules extrêmement anti-inflammatoires qui n'ont pas marché, si tu veux, dans une flopée de troubles psychiatriques. Et si ça devait être le cas, de toute façon, tu peux pas les prescrire parce que la sécu veut pas les rembourser, tu vois? Tu as le Celecoxib, tu as la minocycline, tu vois? Tu as plein de trucs, mais tu te fais taper dessus donc
Donc on n'a pas les trucs nouveaux, parce que les labos de toute façon veulent pas nous les filer. On n'a pas les trucs nouveaux sur le plan pharmaco, ni sur le plan, thérapeutique parce que c'est la zermie, ça coûte du fric, on n'a pas, il y a pas le temps. Et on n'a pas les anciens trucs non plus. Donc en fait, on n'a pas grand-chose. Il nous reste des idées. Bon, c'est déjà ça. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie, c'était très complet et vraiment, bah, merci beaucoup pour m'avoir, accordé ce temps et voilà, j'ai bien utilisé ces informations et je vais voir ça, c'est super, merci beaucoup. OK, merci. J'espère que tu me donneras ta note de grand oral là? Il y a une note ou pas? Oui, il y a une note de ouais, COEF, beaucoup, je sais Quand même plus, beaucoup? mais ouais, il y a une note, bah, oui, du coup. OK.